Sur une colline enveloppée de brume, sous une bruine incessante, une jeune infirmière sonna à la porte d'une villa singulière, un lieu où chaque pièce avait ses propres règles et où le sous-sol était un sujet absolument interdit. Mais lorsque le garçon immobile peina à murmurer des mots fragmentés, comme une brise fugace, 3h25 sous-sol, elle sut que quelque chose à l'intérieur de cette maison essayait de parler, et que personne ne voulait qu'elle l'entende. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie commença à tomber alors qu'Allison arrivait dans les collines reculées. Le vieux chauffeur, qui n'avait guère prononcé un mot durant le long trajet, se contenta de hocher la tête en direction de la villa perchée sur la pente rocheuse. Allison resserra son châle autour de son cou. Le silence ici était angoissant. Pas de voiture, pas d'oiseaux, seulement le bruit de la pluie tambourinant sur le toit d'ardoise et l'écho de ses propres pas sur les pavés de granit. Elle n'avait que 25 ans, mais ses yeux portaient déjà la lassitude de quelqu'un qui avait vu trop de souffrance. Dans son vieux sac à main se trouvait le dossier de la compagnie de services médicaux, un contrat de 3 pages et une lettre manuscrite d'un millionnaire reclus nommé Richard Owens. Le poste comportait de nombreuses étrangetés. Pas d'entretien, pas de visite médicale, tout avait été géré par des intermédiaires. Mais le salaire était exorbitant, si élevé qu'il rendait mal à l'aise une personne aussi pragmatique qu'Allison. La gouvernante ouvrit la porte juste au moment où elle s'apprêtait à sonner. C'était une femme d'une 50aine d'années, grande et mince, les cheveux coiffés en un chignon bas. Son visage était sévère mais pas méchant. Elle ne sourit ni ne la salua, elle se contenta d'un signe de tête silencieux et se tourna pour entrer dans la maison. Mademoiselle Allison Walker, sa voix résonna dans le hall sans qu'elle se retourne. « Oui, c'est moi. Suivez-moi. » L'intérieur de la villa donna à Allison l'impression d'être entrée dans un autre lieu, un espace d'une époque révolue, de hauts plafonds, des lustres en cristal, un couloir recouvert d'un tapis rouge foncé. Mais il y faisait froid, un froid qui lui donnait la chair de poule, non pas à cause de la température, mais de l'atmosphère. La gouvernante lui tendit une fine liasse de papier. « Ce sont des règles supplémentaires. Vous les signerez demain matin. Vous devriez d'abord les lire, dit-elle en jetant un rapide coup d'œil dans les yeux d'Allison. Mais il y a quelques points que vous devez retenir dès maintenant. Elle parla clairement, ligne par ligne, ne quittez pas le 2e étage sans permission. Ne contactez pas le propriétaire sauf si vous y êtes convoqué. Ne posez aucune question sur la maîtresse de maison. Et surtout, ne descendez absolument pas au sous-sol. » Allison hocha la tête, prenant soigneusement les papiers. Avant qu'elle ne puisse poser la moindre question, la gouvernante s'éloigna en direction du grand escalier menant à l'étage supérieur. « Votre chambre est en face de celle du garçon, » ajouta-t-elle, comme pour la rassurer, mais sans aucune chaleur dans la voix. La chambre d'Henri se trouvait au bout du couloir, sur le côté droit du 2e étage. La porte était lourde et hermétique, comme si elle était complètement insonorisée. La chambre d'Allison était plus simple qu'elle ne l'avait imaginé, mais propre. Près du lit se trouvait une petite table avec une boîte d'antiseptique, quelques flacons d'huile et du coton déjà disposés. Un plateau repas froid était posé sur le bureau. Quelqu'un l'avait monté avant son arrivée. Elle posa son sac, se lava le visage et enfila l'uniforme gris simple fourni par la compagnie. Tout était trop calme. Elle avait l'impression d'être dans un hôpital sans nom, pire, une prison de luxe. Elle se tint devant la porte d'Henri, hésitant quelques secondes, puis frappa légèrement. Personne ne répondit. Elle ouvrit la porte. La pièce était grande, avec de faibles lumières jaunes brillant depuis les 4 coins du plafond. L'odeur d'antiseptique et de vieux tissus se mélangeait, créant un parfum étrange. Le garçon était allongé sur le lit, petit et maigre, ses pommettes saillantes sous sa peau pâle. Un respirateur cliquetait régulièrement, des tubes insérés dans son nez. Le garçon ouvrit les yeux, mais ce n'était pas un regard clair et conscient. Ses yeux étaient fixés au plafond, mais Allison remarqua une chose, il ne clignait pas des yeux aussi souvent qu'une personne dans le coma. Elle rapprocha une chaise et s'assit doucement. Il y avait quelque chose de très étrange dans ses yeux, ils n'étaient pas aussi vides que ceux qu'elle avait vus à l'hôpital. « Bonjour » murmura-t-elle. Henri ne répondit pas. Elle resta assise là un long moment, puis ouvrit son sac et sortit un mince livre, un recueil de contes de fées qu'elle portait toujours avec elle, une habitude datant de l'époque où elle s'occupait de son jeune frère. Sa voix était aussi légère que le vent alors qu'elle commençait à lire. Il était une fois, dans une forêt lointaine, un hibou gris qui vivait tranquillement sur la plus haute branche. La lecture était régulière, comme le flux et le reflux des vagues. Henri ne réagissait pas, mais lorsqu'elle marqua une pause pour reprendre son souffle, elle vit une petite larme couler du coin de son œil.
Allison sursauta. La larme glissa lentement sur sa joue. Ses yeux restaient ouverts, immobiles, mais la larme parlait pour lui. Elle ne sut pas combien de pas elle fit en arrière, tout son corps tremblait, non de peur, mais d'une vague de chagrin qui déferlait dans sa poitrine. Elle s'agenouilla et lui prit la main. La peau était froide, mais sa main n'était pas raide, il y avait encore une faible chaleur. Elle ne dit plus rien, restant simplement assise tranquillement à ses côtés pendant près d'une heure, le respirateur poursuivant son rythme régulier. Depuis ce premier jour émouvant, Allison ne voyait plus Henry comme un simple patient. Elle commença à lui parler davantage, même si elle ne recevait jamais de réponse. Elle ne lui racontait pas seulement des histoires, mais aussi des choses insignifiantes. Le repas fade de la veille, le rêve confus de la nuit dernière, et même l'époque où elle avait eu le béguin pour un garçon de sa classe d'infirmière sans jamais oser lui parler. Silencieusement, chaque jour pour Allison ressemblait à une horloge murale sans trotteuse. Tout se répétait, laver le visage d'Henry, changer ses draps, vérifier ses médicaments, noter son pouls, puis s'asseoir et raconter des histoires. Mais au milieu de cette monotonie, elle commença à remarquer de petits changements. Une fois, alors qu'elle racontait une histoire sur le chien en herbe que son jeune frère avait élevé enfant, Henry cligna des yeux inhabituellement vite, 2 fois de suite en 5 secondes. Allison s'arrêta au milieu de sa phrase. Elle resta silencieuse un long moment, observant ses yeux qui ne se fermaient pas, ne se détournaient pas, mais où quelque chose de très subtil avait bougé. Elle approcha sa main du dos de la sienne. Avant que le bout de son doigt ne le touche, un petit doigt tressaillit légèrement, comme un léger spasme. Cela pouvait être neurologique ou non. Elle retira sa main, légèrement tremblante, ses yeux toujours fixés sur le garçon. Une idée germa clairement dans son esprit, « Si tu es encore là, je trouverai un moyen de te ramener. » Dans les jours qui suivirent, Allison prit un petit carnet, le cacha sous son oreiller et y nota discrètement tout. Elle nomma soigneusement chaque phénomène, 11h07, yeux clignés 3 fois en entendant le nom Max, le nom du chien, 15h32, main droite bougeait légèrement en racontant une histoire sur le pont en bois. Aucune réaction aux applaudissements ou à la musique. Des données fragmentées, mais pour Allison, c'était une carte. Chaque petit point était le signe d'une âme cherchant encore à retrouver son corps. Un soir, en ajustant l'oreiller d'Henry, elle vit une traînée de sang séché près de son nez. Pas grand-chose, mais assez pour la figer. Elle l'essuya doucement avec un linge chaud, puis descendit directement. Nora, la gouvernante, pliait des nappes. Le garçon a peut-être saigné du nez, dit Allison, la voix calme. Nora leva les yeux, légèrement hésitante. Puis elle ouvrit l'armoire, sortit un flacon de gouttes nasales avec du coton stérile. C'est normal. Les vaisseaux sanguins nasaux des enfants sont fragiles. Appliquez ce médicament et ça ira. Ne devrions-nous pas appeler un médecin? Pas nécessaire, sa voix se fit plus raide d'un ton. Ce n'est pas à vous de prendre les décisions. Allison prit le flacon. Sur le bouchon, aucune étiquette, aucune date de fabrication. Un flacon de médicaments anonymes. Elle se détourna, mais une décision s'était déjà formée dans son esprit. Cette nuit, elle vérifierait tout dans l'armoire à pharmacie d'Henry. La villa, la nuit, ressemblait à un rêve oublié. Le vent sifflait dans les fentes des portes, la vieille horloge sonnant régulièrement depuis le premier étage. Allison marchait dans le couloir en pantoufles souples, chaque pas comme une errance dans un lieu où le temps n'existait plus. En retournant dans sa chambre, elle remarqua sa barrette à cheveux, une petite en métal plaquée d'or pâle, posée juste devant la porte du sous-sol. Cela la fit s'arrêter net. Elle était sûre de l'avoir mise dans ses cheveux ce matin, puis de l'avoir posée sur la table et de ne pas avoir quitté le 2e étage. La barrette reposait sagement sur le sol de pierre froide, comme si quelqu'un l'avait délibérément placée là ou l'avait fait tomber en montant. Allison se pencha pour la ramasser. À cet instant, un frisson lui parcourut l'échine, non pas à cause du sol, mais de la porte du sous-sol juste à côté d'elle. La porte peinte en noir, la double serrure brillante, lourde et scellée, comme si derrière elle se trouvait un autre monde. Elle recula, serrant toujours la barrette. L'instruction du premier jour résonna dans sa tête, absolument pas de descente au sous-sol. Pourquoi absolument? Pourquoi aucune exception? En rentrant dans sa chambre, Allison jeta un regard habituel au miroir accroché au mur. Un instant, elle vit les yeux d'Henry s'y refléter, la fixant directement. Elle se retourna, Henry était toujours allongé là, la tête tournée vers le plafond, les yeux ouverts. Rien n'avait changé. Elle regarda de nouveau dans le miroir, ses yeux, ce regard, avaient disparu. Seul restait un garçon immobile, son petit corps comme une jeune pousse pas assez forte pour sortir de terre.
Allison s'approcha, s'asseyant près du lit. Elle ne dit plus rien, mais en prenant la main d'Henry, elle réalisa que ce petit corps n'avait pas abandonné. On peut prétendre ne pas remarquer quand on voit quelque chose d'étrange, mais une fois que le cœur a cru en ce qu'il ressent, il n'y a pas de retour en arrière. Allison n'avait aucune preuve, aucune expertise particulière. Elle n'avait que la douce conviction que la vie avait aiguisé par la perte. Son jeune frère avait été muet pendant les 5 derniers mois de sa vie, mais chaque clignement d'yeux, chaque légère flexion de doigt était une voix. Et quand son frère s'en est allé, aucun médecin ne l'a consigné, mais pour Allison, c'étaient les murmures les plus précieux qu'elle ait jamais gardés dans son cœur. Le vent se leva dès le début de la nuit, poussant les branches contre la vieille vitre de la fenêtre, comme quelqu'un tapotant légèrement avec ses ongles. Dans la chambre d'Henry, la faible lumière du respirateur se reflétait sur le plafond, peignant des figures d'ombre. La maison subit une coupure de courant vers minuit. Allison se réveilla au milieu du grondement assourdissant du tonnerre. Tout était d'un noir d'encre. Elle rejeta la couverture et sortit dans le couloir. Mais il n'y avait pas d'autre bruit de pas dans la maison, pas la voix de Nora, pas de bruit de moteur de secours. Seulement la pluie. Elle ouvrit doucement la porte d'Henry. La pièce était plongée dans l'obscurité. Elle s'assit près du lit, cherchant la petite lampe de poche toujours cachée dans la poche de sa blouse. La faible lumière illumina le visage d'Henry, toujours le même, immobile, les yeux ouverts comme s'il n'avait jamais besoin de rêve. Elle parla à Henry de Noah, son jeune frère. De la première fois où Noah n'avait pas pu lasser ses chaussures lui-même, de la façon dont le garçon avait essayé de dire « sœur » alors qu'il perdait progressivement le contrôle de ses muscles faciaux, et de ce dernier jour où Noah avait juste cligné des yeux 2 fois pour dire au revoir. Les gens pensent souvent que ceux qui ne peuvent pas parler n'ont plus rien à dire, murmura-t-elle, mais je sais que mon jeune frère n'a jamais été silencieux un seul jour. Un éclair zébra le ciel. Allison sursauta, mais à l'instant où la lumière illumina le visage d'Henry, elle vit quelque chose de différent. Les lèvres du garçon bougeaient. Pas un tic, pas un bâillement, mais un murmure. Elle se pencha plus près, retenant son souffle, écoutant. 3h25, sous-sol. Le murmure se brisa comme un fragile filet de fumée, mais il était clair. Son cœur battait à tout rompre, tout son corps était froid, ses mains tremblaient. Elle regarda Henry. Son visage était revenu à son état initial, ses yeux grands ouverts, sans émotion. Il lui fallut un moment pour se calmer, pour ouvrir son sac, sortir son carnet et écrire ces 3 mots, 3h25, sous-sol. Il n'y avait aucun signe qu'Henry était encore conscient, mais ces mots ne pouvaient pas être le fruit du hasard. Il ne le pouvait pas. Le lendemain, Allison alla voir Nora alors qu'elle arrosait les orchidées blanches sur le balcon. « Madame Nora » commença-t-elle lentement, « le sous-sol, qu'y a-t-il là-dedans » La main de Nora se figea, le robinet s'inclina, déversant de l'eau sur la brique à côté de la racine de l'arbre. « Vous devriez vous occuper de vos affaires, » répondit-elle sans se retourner. « Mais je pense que le garçon ? Vous n'avez rien à penser. Votre travail consiste simplement à vous occuper du garçon, c'est tout, » l'interrompit Nora, resserrant sa prise sur le robinet. Il n'y avait aucun signe de colère, juste une très fine couche de glace recouvrant chaque phrase. Allison comprit, elle n'était pas mauvaise, mais elle n'aiderait pas. Ce soir-là, Allison envoya un texto à Louis, un vieil ami technicien en informatique et la seule personne en qui elle avait confiance. Louis, vérifie cette phrase pour moi, mars 2025 sous-sol. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça pourrait être un code, une pièce, une date. N'importe quoi. Urgent. Louis répondit après quelques minutes, laisse-moi essayer. On dirait qu'il faut déchiffrer un code secret. Elle sourit faiblement, mais seulement un instant. Allison sortit une petite boîte noire de l'armoire. Louis la lui avait envoyée quelques jours auparavant, une mini-caméra ultra petite qui pouvait être fixée derrière une horloge, connectée via un signal privé et non par le réseau interne. Elle avait hésité, mais plus maintenant. Elle fixa soigneusement l'appareil dans le coin supérieur de la chambre d'Henry, visant le lit. Cette nuit-là, il plut de nouveau. Vers 3h du matin, Allison ouvrit doucement son ordinateur portable, les yeux piquants par manque de sommeil. Elle connecta les données de la caméra au logiciel que Louis avait écrit spécialement pour elle. Une courte vidéo apparut, d'environ 5 minutes seulement, mais suffisante pour la laisser abasourdie. Une personne portant une blouse blanche ouvrit la porte, n'alluma pas la lumière et se dirigea rapidement vers le lit d'Henry. Son visage était à moitié couvert par un masque, sa tête par une capuche. La personne sortit une seringue de sa poche. Allison regarda attentivement. Il injecta Henry dans le cou, très rapidement.
Pas de mesure de la pression artérielle, pas de questions, pas de notes. Puis il se retira comme une ombre. Elle rembobina, exactement 3h12. Henry tressaillit légèrement lorsque l'aiguille toucha sa peau, mais ce qui serra le cœur d'Allison, ce furent les larmes qui perlèrent au coin de son œil alors que la personne se détournait. Pas un réflexe. Une réaction. Elle mit sa main sur sa bouche, n'osant pas faire de bruit. Le lendemain, la pluie cessa. L'air était lourd. Henry gisait immobile, mais son regard n'était plus terne. Ses yeux n'étaient plus fixés au plafond, mais droit vers la porte du sous-sol. Allison s'en rendit compte alors qu'elle lui essuyait le front avec un linge chaud. Elle suivit ce regard inconsciemment. Quand elle se retourna, le garçon expira très faiblement, seulement 2 mots chuchotés, « Maman, arrête !» Elle se figea. Henry ne parlait pas en dormant. C'était un enfant essayant de retrouver sa voix avec tout ce qui lui restait. Cette nuit-là, Allison rouvrit l'enregistrement. Elle regarda le moment où le garçon se crispa lorsqu'il fut injecté, ses yeux fermés hermétiquement, sa bouche bougeant sans prononcer un mot. Des larmes coulaient. Il n'y avait aucun doute, Henry n'était pas dans un état végétatif. Il vivait, sans le droit de parler. À partir du moment où Henry tenta de prononcer ces mots, l'esprit d'Allison ne fut plus en paix. La peur était toujours là, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent, comme une toute petite flamme s'embrasant au fond de ses yeux. Elle voulait connaître la vérité, quel qu'en soit le prix. Elle ne se demandait plus, est-ce que j'imagine des choses, mais plutôt, si le garçon est assez courageux pour murmurer au milieu de la nuit, de quel droit ai-je de rester silencieuse? Allison commença à élaborer un plan. Pendant que Nora nettoyait les cadres des fenêtres dans le hall, elle prétexta avoir besoin de plus de papier toilette et de produits de nettoyage pour s'occuper personnellement de la salle de bain d'Henry, chose qu'elle ne ferait normalement jamais. La gouvernante hocha la tête, la conduisant au débarras auxiliaire sur le côté du rez-de-chaussée. Cet espace de stockage était autrefois une salle de classe, il y avait encore de faibles traces de craie et un vieux tableau noir sur les murs. L'odeur de bois pourri et de peinture écaillée créait une atmosphère étrange, comme si cet endroit avait autrefois résonné de rires d'enfants et qu'il ne restait plus que le silence. Pendant que Nora était occupée à vérifier le livre d'inventaire, Allison prit rapidement et secrètement un petit miroir rond, du genre utilisé pour enseigner les réflexes visuels, et un flacon d'encre luminescente étiqueté « Réaction à la lumière violette ». Elle les cacha dans la poche de sa blouse, puis sortit du débarras comme si de rien n'était. Vers 3h du matin, elle passa à l'action. Henry dormait toujours, bougeant légèrement chaque fois qu'elle lui caressait le front par habitude. Le couloir menant au sous-sol était aussi sombre qu'une entrée vers nulle part. Elle fixa le petit miroir au coin du mur, derrière une plante en pot, ajustant l'angle pour qu'il reflète la porte du sous-sol à distance. Puis elle prit l'encre luminescente et en étala discrètement une fine couche sur la poignée de porte en métal froid. Des bruits de pas se firent entendre au loin, le son de vieilles pantoufles touchant légèrement les carreaux. Allison retint son souffle. Nora, la gouvernante, se tenait en haut des escaliers, ne disant rien. Dans l'obscurité, ses yeux étaient comme 2 faibles points de lumière, froids et profonds. Allison, sa voix se glissa dans l'espace comme une aiguille cousant silencieusement à travers le tissu, j'espère que vous n'avez pas oublié les règles de cette maison. Je vérifiais juste quelque chose, j'ai entendu un bruit, mentit Allison, la main légèrement tremblante. Nora la regarda longuement, puis se retourna et s'éloigna, lentement et sûrement. Pas d'autres questions, pas d'accusations, mais le silence était plus tranchant qu'un couteau. Elle resta là un long moment, respirant légèrement. Si Nora savait, pourquoi se taisait-elle? Alors que l'aube pointait à travers le bord de la fenêtre, Allison prit une lampe de poche à lumière violette et l'éclaira sur la poignée de la porte du sous-sol. 5 faibles empreintes digitales apparurent, très claires. Sa poitrine se serra. Quelqu'un était descendu au sous-sol pendant la nuit, quelques heures seulement après qu'elle ait posé le piège. Elle ne doutait plus, cette porte n'était pas seulement une limite, mais un endroit où quelque chose de très profond, de très sombre, était enterré. Tard dans l'après-midi, elle ouvrit une fausse boîte aux lettres sous le nom de Jenny Taylor, celle que Louis avait créée pour elle. À l'intérieur se trouvait un fichier compressé contenant le système de caméra et le logiciel de décodage que Louis avait programmé spécifiquement. Il lui fallut près de 2 heures pour installer et synchroniser les données de la caméra cachée dans la chambre d'Henry. Le signal était faible, mais un segment clair fut de nouveau capturé. Le même homme apparut à 2h56, portant une blouse blanche, une capuche, un masque médical, des gants. Pas un mot. Il ouvrit la boîte de médicaments personnels d'Henry, celle dont seule Allison et Nora avaient la clé,
sortit un petit flacon sans étiquette, puis injecta Henry dans le cou. Le respirateur continuait de fonctionner régulièrement, mais le visage d'Henry se plissa puis se détendit, comme s'il n'avait pas réagi. L'action entière dura moins de 45 secondes. La personne se retira, ne laissant rien derrière elle. Allison resta assise, immobile, un long moment. Son cœur battait d'une manière que seuls ceux qui ont avalé la vérité comprennent, à la fois douloureux et froid, et incapable de revenir en arrière. Ce soir-là, alors qu'Henry dormait, elle s'assit près du lit, tenant une petite mèche de cheveux qu'elle avait préparée plus tôt, les propres cheveux d'Henry tombés sur l'oreiller quelques jours auparavant. Elle mit la mèche dans une petite enveloppe, la scella et écrivit « Louis. Test ADN. Je veux savoir si Henry est vraiment le fils biologique de Richard Owens. » Non pas qu'elle soupçonnait le garçon, mais parce que tout ce qui l'entourait comportait trop de couches de fausseté. Avant de quitter la pièce, Allison écrivit un petit mot et le plaça dans la main d'Henry. « Si tu veux en dire plus, dis-le. Je n'abandonnerai pas. Je te crois. » Elle ne s'attendait pas à une réaction, mais lorsque la lumière de la lampe de chevet éclaira sa main, elle vit soudain la main du garçon, très faiblement, agrippée à un coin de la couverture. Pas un tic, pas un réflexe mécanique, mais une prise. Elle ne savait pas exactement à quoi Henry s'accrochait au lavis, la peur ou une partie de la mémoire qui n'avait pas été effacée, mais à ses yeux, ce garçon n'était plus impatient. Il était le dernier témoin d'une vérité que personne ne voulait entendre. Lorsque le bruit d'un moteur de voiture résonna depuis le portail d'entrée, Allison était en train de se laver les mains au petit lavabo à côté du couloir du deuxième étage. À travers la fente de la porte entr'ouverte, elle vit deux VUS sombres garés près du porche de la villa, leur carrosserie brillante comme si elle venait d'être nettoyée à fond. Les portières s'ouvrirent. 4 personnes en sortirent, toutes en uniformes blancs impeccables. 2 personnes transportaient des valises en métal, la troisième un appareil ressemblant à un scanner. La dernière personne était une femme, longs cheveux noirs, une robe noire finement taillée, un collier de perles autour du cou. Son visage était aussi froid qu'une statue. Allison recula, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait besoin de personne pour la présenter. Cette femme, bien qu'elle ne soit jamais apparue, était Isabelle. Elle avait vu des photos dans le vieux bureau de Richard, une belle femme au port altier et aux yeux trop vifs pour être qualifiée de maternelle. Ils entrèrent dans la maison sans saluer, comme si cette villa leur avait toujours appartenu, et tout ce qui s'y trouvait aussi. Environ 1 heure plus tard, des pas résonnèrent régulièrement dans le couloir. Avant qu'Allison ait pu ranger son matériel médical, on frappa à la porte, ni avec empressement ni avec froideur. Elle ouvrit la porte. C'était Nora. Le propriétaire veut que vous alliez au bureau maintenant. Allison hocha la tête, ravalant l'anxiété dans sa gorge. Le bureau de Richard se trouvait au grenier, un endroit où elle n'avait jamais été autorisée à entrer. L'escalier en colimaçon en acajou la fit monter progressivement, la lumière des hautes fenêtres se projetant sur les peintures à l'huile silencieuse accrochées le long du couloir. Richard Owens lui tournait le dos, la main posée sur le cadre de la fenêtre. « Entrez », dit-il sans se retourner. Elle entra, fermant la porte. « Veuillez vous asseoir. » Elle s'assit en face du bureau, dans un espace rempli de l'odeur de vieux papier et de chêne, où chaque grain sur la table semblait avoir sa propre histoire. Richard la regarda droit dans les yeux pour la première fois. Ses yeux étaient aussi immobiles qu'un lac gelé. « Comment va Henry ?» Allison prit une profonde inspiration, ne sachant par où commencer. Le garçon présente de nombreux signes de réponse neurologique. « Je ne suis pas sûr ?» L'infirmière de nuit a suivi de près cette condition. Il fronça très légèrement les sourcils, assez pour que quelqu'un comme Allison le remarque. Cette infirmière fait partie de l'équipe médicale privée de la famille, entièrement qualifiée, dit-il, la voix égale. Mais cela n'explique toujours pas pourquoi le garçon verse des larmes quand personne ne le touche, répondit-elle lentement, ou le léger mouvement de sa main quand j'ai mentionné mon nom. Richard se pencha en arrière, posant le bout de ses doigts sur son menton, ses yeux s'embrumant légèrement. « Vous savez, dit-il, parfois, le silence est la seule chose qui empêche tout de s'effondrer. » Et les enfants qui ne peuvent pas parler ? Allison le regarda droit dans les yeux. Qui s'accroche à eux ? Il n'y eut pas de réponse. Richard resta assis, immobile. Le vent souffla doucement à travers la fente de la fenêtre, faisant légèrement flotter le rideau. À cet instant, Allison vit une petite fissure dans son silence. Elle retourna dans sa chambre, la tête encore tourbillonnante. Peu de temps après, son téléphone vibra légèrement. « Louis. J'ai les résultats ADN. C'est le fils biologique de Richard. »
mais il y a quelque chose d'encore plus effrayant. Elle répondit par texto, « Dis-moi. » Une minute plus tard, une pièce jointe fut envoyée, un document fuité d'un forum scientifique clandestin. Projet code, brouillard. Protocole de transfert neuronal. Allison ouvrit chaque page, une par une. Le langage était sec, technique, mais le sens était trop clair. Le projet brouillard, abréviation de formation d'un patrimoine génétique, était un programme de recherche international testant l'implantation de connaissances de cerveaux adultes dans des cerveaux d'enfants. L'objectif, créer une génération de successeurs idéaux. Pas de temps perdu à apprendre, pas d'erreurs, pas de questions. La personne à l'origine de cette idée, selon le document, avait autrefois collaboré avec un institut de recherche privé en Europe du Nord, puis avait été interdite d'exercer en raison de violations éthiques dans la recherche sur les enfants. Le nom du superviseur de la recherche dans le dossier était Isabelle M. Owens. Allison s'assit par terre, serrant le papier jusqu'à ce qu'il soit froissé. Nul besoin de conclusion, toutes les pièces commençaient à s'emboîter. Henry n'avait pas eu d'accident. Le garçon était une victime d'expérimentation, un enfant reprogrammé de l'intérieur avec les connaissances d'adultes. À ce moment-là, Henry était toujours allongé, immobile, mais ses yeux ouverts, le regard dirigé vers le plafond comme d'habitude. Allison s'assit à côté de lui, prenant la main du garçon. « Je sais maintenant, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Je sais pourquoi tu as peur. » Henry ne réagit pas immédiatement, mais quelques secondes plus tard, ses lèvres bougèrent lentement, comme s'il libérait chaque mot à travers les cendres de la mémoire. Ils ont pris mes souvenirs. Sa voix était très faible, mais claire, comme des mots d'un rêve que personne n'osait nommer. Allison éclata en sanglots, non de pitié, mais de colère. Un enfant criait, mais le monde ne voulait que se boucher les oreilles. La nouvelle notification de Louis ne vint pas par texto. Il appela, pour la première fois après des semaines de communication écrite uniquement. Allison, sa voix était très basse, presque un murmure. Il ne s'agit plus de vieilles données. Elle était assise seule dans la cuisine du deuxième étage, le téléphone coincé entre son épaule et sa joue, remuant une tasse de thé au gingembre qui avait refroidi depuis longtemps. « Que as-tu trouvé ?» demanda-t-elle, ses yeux continuant de scruter le couloir vide. Les documents du brouillard se trouvaient autrefois dans un système de recherche financé par une branche d'une fondation privée, indirectement liée à une organisation internationale. Après le scandale il y a 5 ans, ce groupe s'est caché, mais n'a pas disparu. Allison garda le silence. Louis continua, « Si tu creuses plus profondément, tu risques d'être suivi. Pas seulement toi, mais le garçon aussi. »« Alors, que veux-tu que je fasse ?» demanda-t-elle, la voix se durcissant. « Sors de là tant que tu le peux. » Un long silence, puis Allison répondit lentement, « Si tu étais Henry, si tu étais piégé dans ce corps, essayant de prononcer chaque mot, voudrais-tu que quelqu'un d'autre abandonne ?» Louis ne dit plus rien. Allison raccrocha, serrant fermement la tasse de thé. Depuis cette nuit, chaque fois qu'elle s'asseyait près du lit d'Henry, elle ne se contentait plus de surveiller les réactions du garçon. Elle écoutait les très petits sons, les respirations parfois précipitées, parfois intermittentes, comme s'il essayait d'envoyer des signaux avec tout son corps. Sous la peau pâle et les électrodes, il y avait encore un enfant, une personne qui n'avait jamais été autorisée à résister. Allison commença à tenir un journal complet, non seulement des données médicales, mais aussi des pensées, des soupçons et chaque chose étrange qui se passait autour de la villa. Sa clé USB, petite comme un doigt, était pleine de sauvegardes. Elle colla un pansement sous la boîte à musique, la cachant là comme un souvenir de survie. Elle comprenait que dans une maison où chaque porte était verrouillée et chaque caméra connaissait chacun de ses souffles, cette mémoire était la seule chose qui pouvait se protéger si elle disparaissait. Un midi humide, Nora l'appela au grenier pour l'aider à nettoyer la pièce pour une raison inconnue. Mais pour la première fois depuis son arrivée, Allison fut autorisée à entrer dans l'ancien bureau d'Isabelle. La pièce était hermétiquement fermée, les fenêtres couvertes de lourds rideaux de velours, l'air épais comme s'il avait été scellé. Des livres de médecine tapissaient les murs, la plupart en allemand, en français et avec des symboles que personne ne pouvait lire. En essuyant le bureau, Allison remarqua une légère égratignure sur la surface du bois, s'étendant vers le bord de la table. Elle se pencha, passant son ongle le long du bord du bois. Un petit compartiment s'ouvrit, une odeur de moisi s'en dégageant. À l'intérieur se trouvait un dossier relié en cuir, le papier jauni, les bords légèrement déchirés par le temps. Il n'y avait pas de symboles imprimés, mais à l'intérieur se trouvait l'écriture familière. Première page, test brouillard sub 03. État,
Faible irritation mentale, signe de résistance. Recommandation, interrompre temporairement les anticorps de type D sub-03, le même code qu'elle avait vu sur l'appareil VHS. Une autre ligne, l'encre floue mais clairement rouge, réflexes incontrôlables lors de l'exposition à des images originales. Nécessité d'ajuster la mémoire profonde. Allison serra le dossier dans sa main. Elle le fourra dans le dos de sa chemise, continuant d'essuyer la table comme si elle n'avait jamais rien touché. En se penchant, à travers la fente de la fenêtre poussiéreuse, elle vit faiblement Isabelle marcher depuis l'arrière-cour de la villa vers le garage. Sa posture était droite, ses yeux regardant vers l'étage comme si quelqu'un savait qu'on l'observait. Ce soir-là, elle se rendit à la grande bibliothèque, un endroit que personne ne fréquentait. Dans la section de neurologie, elle trouva un vieux lecteur VHS couvert de poussière. Elle sortit la cassette sub-03 de sa poche, l'inséra dans le lecteur. L'écran vacilla, puis apparut Henri, enfermé dans une chaise en métal. Sa tête était équipée d'un appareil similaire à un casque d'électrode, des dizaines de fils y étant branchés. Une voix de femme retentit, légère mais claire à chaque mot, « Henri. Aujourd'hui, tu n'auras plus à étudier par toi-même. Tout est déjà en toi. C'est la dernière partie pour que tu deviennes une partie de papa. » Le garçon pleurait. Pas en criant, pas en hurlant, mais des sanglots qui n'étaient pas vocalisés, comme si la voix lui avait été enlevée avant qu'il n'ait eu le temps de s'en servir. Une silhouette traversa l'image, puis les lumières clignotèrent sauvagement. L'écran devint noir. Allison éteignit le lecteur. Elle ne pouvait plus supporter. Tout son corps avait l'impression que tout le sang avait été vidé. Elle n'était plus en colère, plus méfiante, seulement un vide profond subsistait. Il y avait des enfants qui n'étaient pas malades, ils avaient juste disparu d'eux-mêmes. Elle retourna dans la chambre d'Henri, prit sa main, posant son front sur ce petit dos de main, ne disant rien. Henri ne bougeait toujours pas, mais alors qu'elle s'apprêtait à se lever, son doigt se serra, très légèrement, mais réellement. Elle sourit, les yeux pleins de larmes. Les gens peuvent oublier ce qu'ils ont appris, mais ils n'oublieront jamais qui ils sont si quelqu'un s'en souvient pour eux, disait la grand-mère d'Allison en lisant de la poésie près de la fenêtre venteuse. Allison réalisa que quelque chose avait changé dans la chambre d'Henri dès qu'elle commença son service. Le premier sentiment ne venait pas de la lumière ou de l'odeur de médicaments, mais de la position de la caméra fixée au plafond. L'angle de vue n'était plus dirigé droit vers le lit comme tous les jours, il était légèrement décalé, suffisamment pour que la tête de lit où elle s'asseyait souvent pour parler à Henri soit hors du cadre. Ses doigts touchèrent inconsciemment le dessus de la table. Quelqu'un était entré ici, et voulait que quelque chose ne soit pas enregistré. En préparant du thé, son téléphone vibra. Un email. Pas de sujet, pas d'expéditeur, une adresse étrange, juste une chaîne de caractères sans signification. Certaines choses devraient être laissées tranquilles. Sinon, quelqu'un ne se réveillera plus. Une seule ligne. Pas d'adresse, pas de signature. Allison posa la tasse de thé, un frisson parcourant sa nuque jusqu'à sa colonne vertébrale. Elle appela Louis immédiatement après. Le téléphone sonna plus longtemps que jamais. « Tu vas bien ?» répondit-il, la voix tendue. « Je viens de recevoir un avertissement. » « Un avertissement ?» Court et direct. Quelqu'un ne se réveillera plus. Louis resta silencieux un moment, puis il expira. Ce n'est plus entre les mains des scientifiques, Allison. Ça appartient au pouvoir. Et le pouvoir ne laisse jamais les autres le toucher pacifiquement. Si j'arrête, combien de temps Henri restera-t-il là? Combien de temps encore le garçon devra-t-il souffrir? Demanda-t-elle, comme si elle se parlait à elle-même. Tu n'as pas à sauver le monde entier, dit doucement Louis. Allison ne dit rien. Elle avait déjà pris sa décision. Peu importe le danger, elle devait sauver Henri. Quand Richard rentra à la villa ce soir-là, il pleuvait, de cette pluie persistante qui transformait le gravier de la cour en traînée grise. Il entra par la porte de côté, son manteau trempé, tenant toujours sa mallette. Son visage n'avait pas d'expression claire, juste de la fatigue comme d'habitude. Personne ne savait qu'un avertissement inattendu du système de sécurité venait d'être envoyé à son téléphone 2 heures auparavant. Mouvement inhabituel dans la chambre d'Henri alors qu'aucun personnel médical n'était de service. Richard ouvrit la vidéo alors qu'il était assis seul dans son bureau. Il avança rapidement dans les images, ne s'attendant à rien, puis s'arrêta en voyant Allison penchée près d'Henri. Pas de son, juste des images. Il vit les lèvres d'Henri bouger. Allison posa sa main sur la poitrine du garçon, son visage était clairement étonné, puis peiné, puis silencieux, comme si son cœur venait d'être serré. Ses yeux s'écarquillèrent.
Le respirateur était toujours stable, Henri bougeait à peine, mais clairement, il avait essayé de murmurer quelque chose. Richard posa son téléphone sur la table, comme quelqu'un qui venait de se perdre sur une route qu'il pensait connaître par cœur. 10 minutes plus tard, Allison fut appelée au bureau. Pas de Nora, pas de message, juste un gardien de sécurité frappant à la porte et disant sèchement « Le propriétaire veut vous voir ». C'était la deuxième fois qu'elle entrait dans cette pièce, mais cette fois, Richard ne lui tournait pas le dos. Il la regarda directement, comme on regarde une personne réelle, pas une employée engagée. « Je viens de revoir la caméra, dit-il, la voix rauque. J'ai vu mon fils dire quelque chose. Est-ce exact ? » Allison ne se déroba pas. « Oui. Et pas qu'une fois. » Elle sortit une impression de sa poche, un résumé des documents brouillards, le journal d'Henri, une traduction des annotations de la VHS, et même un extrait des murmures d'Henri. Elle posa le tout sur la table sans rien ajouter. Richard ne se précipita pas pour lire. Il s'assit, comme quelqu'un qui venait de perdre quelque chose qu'il ne pouvait nommer. « Tout le monde croit qu'il a été blessé après l'accident, murmura-t-il. « Il n'y a pas eu d'accident, répondit Allison. Juste une expérience. Et un enfant qui ne veut pas disparaître. » Richard leva la main pour se frotter le front. Ses yeux étaient secs, comme si les larmes s'étaient taries des années auparavant et venaient seulement de trouver une raison de couler à nouveau. « Vous savez, dit-il doucement, quand Isabelle a dit qu'Henri était définitivement atteint, je n'ai rien demandé. Je l'ai cru. Je l'ai laissé tout gérer, parce que c'était elle qui comprenait l'expertise. Et moi, j'étais celui qui ne voulait pas admettre que je ne comprenais rien à mon fils. » Il se leva, marchant vers la fenêtre. La pluie n'avait pas cessé. La vitre était embuée de condensation, reflétant un homme qui n'avait plus l'apparence fière des années passées. Isabelle a toujours été celle qui prenait les décisions dans cette famille. Quand nous étions jeunes, j'étais attiré par son intelligence, comme une personne superstitieuse. Elle lisait plus vite que moi, parlait plus précisément que moi, et avait toujours une façon de faire croire aux autres que s'ils ne l'écoutaient pas, tout s'effondrerait. Allison resta silencieuse. Je pensais avoir de la chance d'épouser une telle femme. Mais quand Henri est né, tout a changé. Isabelle a commencé à parler d'hériter du patrimoine, non pas dans le sens de transmettre l'entreprise familiale, mais dans le sens de transférer avec précision tous les souvenirs, expériences et capacités de vie d'une génération à la suivante. Richard se retourna, les yeux cernés. J'avais l'habitude de rire, mais elle ne riait pas. Elle disait que l'intelligence ne devrait pas se perdre simplement parce que les gens vieillissent. Sa voix s'éteignit. Elle se préparait à cela depuis longtemps, depuis qu'Henri n'avait que 3 ans. Allison serra les poings. « Et vous ne saviez rien ?» demanda-t-elle. « Je ne voulais pas savoir, dit-il. J'avais peur de devenir le père qui savait que son fils n'était qu'un projet. » Il retourna au bureau, ouvrant une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait une brosse à cheveux d'enfant en argent, le manche gravé des mots « Henri, 2 ans. Sois toujours toi-même. » Isabelle m'a donné ça pour l'anniversaire d'Henri, dit-il ironiquement. Elle a été la première à ne pas permettre au garçon d'être lui-même. Allison regarda le petit objet comme si elle voyait Henri lui-même, quand il était encore autorisé à vivre authentiquement. Elle quitta le bureau ensuite, emportant une copie des documents brouillards que Richard ne voulait plus cacher. Avant qu'elle ne franchisse le seuil, il l'appela « Je n'ai pas été un père, mais je vais commencer à partir d'ici. Avec vous. Toutes les confessions ne sont pas libératrices. Certaines vérités ouvrent un chemin sans retour. » Richard resta assis en silence devant le plan de la villa envoyé par Louis sur l'écran de l'ordinateur portable. Allison se tenait près de la fenêtre, serrant son carnet, les yeux fixés sur la chambre d'Henri, où l'enfant venait de commencer à murmurer, comme si la conscience de toute la maison revenait à la vie. Les caméras du couloir du premier étage et de l'entrée du garage fonctionnent sur un cycle de 3 minutes, dit Louis à travers l'écran, les lèvres pincées. Je peux interférer à distance, brouiller le signal pendant exactement 120 secondes. Mais après ça, le système redémarrera. Est-ce suffisant pour mettre Henri dans la voiture ? Demanda Richard. Pas assez, si vous ne conduisez pas comme un fou, rit sèchement Louis, puis il s'arrêta. Désolé, je veux dire, chaque étape doit être parfaite. Allison posa lentement le carnet. Nous aurons besoin d'au moins 3 copies des documents, une copie papier, une copie cryptée envoyée hors site, une clé USB à cacher séparément. Je les ai préparés, répondit Louis. Et vous ? Elle hocha la tête. Tant qu'Henri est encore conscient, il mérite de vivre, pas d'être une preuve pour un quelconque projet.
Richard resta silencieux, puis il se leva, comme quelqu'un qui venait d'accepter que le chemin à parcourir n'avait plus de frontières entre le bien et le mal, mais seulement un choix, agir ou continuer à ignorer. Alors que tout était presque prêt, l'inattendu se produisit. Nora, la gouvernante silencieuse et toujours obéissante, s'arrêta dans la chambre d'Allison alors que le ciel virait au gris argenté. Elle posa doucement une boîte de biscuits sur la table, puis murmura « J'avais un petit-fils qui a aussi disparu après une étude médicale. Ils ont dit qu'il n'avait pas survécu à cause d'une réaction à un médicament. Mais mon intuition me dit qu'ils ont essayé quelque chose sur lui, et ça n'a pas marché. » Allison se figea. La vieille femme n'insista qu'une fois « Je n'ai rien pu faire pour cet enfant. Mais si vous allez sauver le garçon, j'aiderai de toutes les manières possibles. » Tout se passa en silence. Allison habilla Henry d'une tenue en laine douce, l'enveloppant dans une fine couverture. Les yeux d'Henry étaient mi-clos, mais lorsque le faisceau de la lampe de poche de Richard le balaya, il cligna une fois, lentement, clairement. Allison embrassa légèrement le front du garçon. « Nous rentrons à la maison maintenant, » murmura-t-elle. Quand l'horloge sonna 3 heures du matin, le signal de Louis commença à brouiller le système. Une lumière rouge clignota sur la caméra à l'extérieur de la chambre d'Henry. Un petit signe, mais suffisant pour confirmer que la fenêtre de 120 secondes avait commencé. Richard portait la mallette, Allison portait Henry dans ses bras. Ils traversèrent le long couloir, leurs pas légers comme une brise. Nora avait déjà ouvert la porte arrière menant à l'arrière-cour, ne disant rien d'autre qu'un signe de tête. Le vent de la nuit souleva ses cheveux alors qu'elle traversait le gravier menant au garage. Les phares du VUS étaient déjà allumés. Richard monta au volant, démarrant le moteur. Pas de klaxon, pas de feux arrière, seulement le bruit des pneus crissant légèrement sur les pierres. Ils franchirent le portail principal dans l'obscurité alors que la caméra recommençait à clignoter en rouge, mais ils avaient réussi. Sur la route à travers la forêt, il n'y avait que le bruit du moteur, la respiration d'Allison et le pouls d'Henry, faible mais régulier. Cependant, moins de 10 minutes plus tard, dans le rétroviseur, Richard vit 2 ombres noires les suivre. 2 VUS, phares éteints, mais les carrosseries étaient familières. Pas d'erreur possible, c'étaient les hommes d'Isabelle. « On est suivi », dit-il de manière concise. Allison regarda par la lunette arrière. « Richard, ne t'arrête pas. Quoi qu'il arrive. » Richard accéléra. La route de montagne était sinueuse, mais il l'avait parcourue des centaines de fois. Dans cette obscurité, la sueur trempait ses tempes. Au téléphone, Louis rappela « Je dévie leur GPS. Continuez, ne vous arrêtez pas. J'ouvrirai le portail latéral du centre médical au virage suivant. »« Tu es là ?» demanda Allison, haletante. « Non, mais j'ai loué une chambre et le système de caméra de cette zone est à moi. » 10 minutes plus tard, ils prirent un sentier menant à une zone médicale indépendante située au milieu d'une zone industrielle abandonnée. Les lumières jaunes étaient faibles, mais aucun VUS ne réussit à les suivre. Allison transporta Henry dans la chambre vide, équipée d'un ventilateur, d'un simple moniteur et d'un équipement de réanimation. Elle reconnecta le garçon à la machine de survie. Il ouvrit les yeux et la regarda. Le regard était plus clair que jamais. Richard rappela Louis. Pas de réponse. Une deuxième fois, une troisième fois, toujours pas de signal. À la 4e tentative, le téléphone indiqua qu'un fichier avait été envoyé. Vidéo. Pas de titre. Elle l'ouvrit. Louis était assis dans son appartement, sa chemise tachée de sang sur le côté, respirant lourdement. Si vous recevez ce clip, ça veut dire que je n'ai pas réussi. Le projet Brouillard n'a pas qu'un seul point, il a des ramifications. Henry est l'une des seules clés encore en vie. Isabelle ne fait pas ça pour le pouvoir, mais par peur d'être oubliée. S'il vous plaît, ne laissez plus Henry devenir un modèle. L'écran devint noir, seul le son de la machine vibrant avec une notification d'erreur de connexion. Allison éclata en sanglots. Elle ne cachait plus ses larmes, ne résistait plus. Richard s'assit, le visage cendré. Henry, le sentant apparemment, tourna la tête vers elle. Ses lèvres bougèrent, non pas en mimant, mais en produisant de vrais sons. Maman, pas une bonne personne, doit l'arrêter. Personne ne respira pendant quelques secondes. Une phrase complète. La première phrase. Pas intense, mais suffisante pour que chaque cœur dans cette pièce qui battait encore sache que l'espoir avait vraiment commencé. Chaque mot prononcé par Henry était un morceau de miroir brisé, reflétant la vérité que personne ne voulait voir mais ne pouvait ignorer. Le garçon était assis, adossé à la tête de lit, une couverture le recouvrant jusqu'à la poitrine.
son visage était encore pâle, mais ses yeux n'étaient plus ternes. Derrière lui se trouvait une rangée de perfusions et un moniteur de fréquence cardiaque. Tout l'équipement de survie n'était plus une contrainte, mais un moyen pour lui de continuer à vivre. Allison était assise à côté de lui, tenant un carnet. Richard se tenait appuyé contre le cadre de la porte, les épaules légèrement tremblantes en entendant la voix de son fils, maintenant plus claire chaque jour. « Je ne suis pas le seul », murmura Henry. Allison leva les yeux. « Il y a d'autres enfants, du même âge ou plus jeunes. Il y a une petite fille aux cheveux bouclés qui pleure quand il pleut. Un autre garçon nommé Isaac qui était forcé de porter un chapeau comme moi. » Il s'arrêta, la poitrine soulevée. Allison lui offrit de l'eau. Henry but à petites gorgées et continua, il nous donnait des médicaments blancs et nous relisait des livres épais. Pas des livres pour enfants, des livres pour adultes. J'ai entendu quelqu'un dire, il faut choisir quel enfant retient le plus de souvenirs. Richard serra le poing sur le cadre de la porte. Puis, progressivement, certains enfants ne revenaient pas. Après chaque leçon, il nous disait pauvres embryons récepteurs. Au début, je ne comprenais pas, mais maintenant je sais. Henry regarda Allison, puis son père. Expérience. Nous, des spécimens. Allison nota tout ce que Henry disait. Ensuite, elle contacta Clara Evans, une journaliste d'investigation qui avait fait du bénévolat avec elle dans un camp pour enfants auparavant. Clara était une vieille amie de Richard et avait autrefois enquêté sur des cas de sélection de bourses spéciales pour de jeunes enfants, mais avait été entravée par manque de preuves. 3 jours plus tard, Clara, accompagnée de représentants de la police régionale, était présente à la Villa Owens, maintenant juste une maison silencieuse, chaque fenêtre scellée avec du ruban adhésif, comme pour garder secrètes les plaintes non exprimées. Richard entra le premier, avec l'officier commandant. Allison suivit derrière. Clara filmait discrètement, attachant un microphone caché à l'intérieur de sa veste. Personne ne parla lorsque la porte menant au sous-sol fut ouverte. Une odeur de chlore et de vieux désinfectant s'en dégagea, comme une couche de mémoire compressée. L'escalier descendait plus bas que quiconque ne l'avait imaginé. Derrière le mur de ciment se trouvait une pièce fermée, équipée d'un miroir sans teint. La machinerie était poussiéreuse mais fonctionnait encore. Un lit d'hôpital, un tableau blanc avec le code SUB03, Henry Owens 2.4. À côté, 2 brancards recouverts de couvertures grises. Sur eux, 2 enfants, un garçon et une fille, encore en vie mais immobiles, les yeux fermés, la peau pâle, les bras pleins de vieilles marques d'aiguilles. Allison s'approcha en tremblant, soulevant un coin de la couverture. Elle tendit la main et prit la main de la petite fille. La peau était froide mais pulsait encore d'un battement de cœur. Clara éclata en sanglots derrière l'objectif de la caméra. L'officier appela immédiatement les services d'urgence et boucla la scène. Richard se tenait silencieusement devant le mur contenant les dossiers. Pas de bulletins scolaires, pas de dossiers médicaux, seulement le degré de réception de la mémoire, le taux de réponse neuronale. Le sous-sol n'était pas un lieu de vie, c'était un laboratoire déguisé sous le toit. Au même moment, à l'aéroport international, une femme portant un manteau sombre, des lunettes et une petite valise se dirigea vers le comptoir d'enregistrement. L'agent des douanes regarda son passeport, puis fit discrètement un signe. En seulement 3 minutes, Isabelle Owens fut maîtrisée. Elle ne résista pas, se contentant de sourire froidement alors qu'on lui passait les menottes. « Les enfants sont une opportunité pour l'humanité d'évoluer », dit-elle d'une voix désinvolte. « Vous êtes trop faible pour comprendre que la douleur n'est que le prix à payer pour l'intelligence. » Des journalistes se tenant à proximité commencèrent à filmer, certains criant leur protestation. La nouvelle de l'arrestation d'Isabelle pour son implication dans des expériences sur des enfants se répandit comme une traînée de poudre dans une forêt sèche. Le Congrès exigea une enquête spéciale. Le ministère de la Santé fut interrogé sur qui avait autorisé les études connexes. Les organisations privées finançant l'ancien institut de recherche d'Isabelle furent exposées les unes après les autres. 2 semaines plus tard, Allison et Richard assistèrent à une courte conférence de presse pour confirmer que les enfants retrouvés avaient été transférés dans un centre médical de réadaptation spéciale. Henry était assis à côté d'eux, les cheveux bien coiffés, les pommettes moins pâles. Interrogé sur ses sentiments, le garçon dit seulement « Je ne me souviens pas de tout. Mais je sais une chose, je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit remplacé. » Clara nota cette phrase. 1 semaine plus tard, les médias commencèrent à appeler Henry par un autre nom, le garçon implanté de connaissances mais qui a conservé son cœur. Chaque crime a un nom, mais tous les noms ne survivent pas.
Le procès dura 4 semaines, retransmis en direct et suivi par des centaines de milliers de personnes. Isabel Owens, ainsi que 7 membres principaux de l'organisation FOG, furent traduits en justice un par un pour des accusations liées à l'expérimentation illégale sur des mineurs, l'abus d'autorité médicale, la falsification de preuves et la dissimulation de corps dans des disparitions inexpliquées. Tous les dossiers saisis dans le sous-sol de la villa, les cassettes, les échantillons de tissus cérébraux, les cartes cérébrales artificielles, furent utilisés par le procureur comme preuve. Il n'y avait aucune possibilité de nier. Isabelle était assise sur le banc des accusés dans une tenue gris clair, son expression toujours calme, ses yeux inébranlables. Quand le juge demanda « Avez-vous quelque chose à dire avant que la cour ne vous condamne ?» Elle répondit simplement « Je ne fais que ce que l'humanité devra finalement accepter, sélectionner l'intelligence, ne garder que le meilleur. » Ni applaudissements, ni huées. Juste un silence froid, comme celui du laboratoire qu'elle avait dirigé, où trop d'enfants ne se sont jamais réveillés. La sentence tomba, réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Les conséquences se propagèrent ensuite partout. Le gouvernement rouvrit plus de 30 cas de disparition d'enfants sur 2 décennies. Les organisations académiques privées furent examinées, les programmes améliorant la puissance cérébrale des jeunes enfants furent suspendus un par un. Les gens appelèrent cela l'ombre de l'intelligence. Allison reçut une mention honorifique pour les lanceurs d'alerte interne, une récompense que les médias mentionnaient rarement. Lorsque les journalistes l'invitèrent à raconter son histoire à la télévision, elle envoya seulement une lettre manuscrite « Je n'ai rien fait de spécial. Je me suis seulement arrêté là où d'autres continuaient, et j'ai écouté un murmure qui semblait s'être éteint. Je veux seulement que chaque enfant ait le droit de parler avant d'être déclaré irrécupérable. » Henry continua sa convalescence dans un centre de réadaptation spécial situé au milieu d'une forêt tranquille, où les bruits de la circulation ne s'immiscent pas et les horloges n'ont pas besoin de sonner. Il commença à dessiner des pièces sans fils, des animaux aux couleurs douces et parfois l'image d'une femme avec un chapeau de laine, assise près de la fenêtre, chantant des berceuses sous la pluie. Un jour, lors d'une visite d'Allison, Henry lui offrit un tableau, un enfant debout dans le ciel, tenant une lampe à huile, entouré de silhouettes sombres marchant tranquillement vers la lumière. Il ne dit qu'une seule phrase, « C'est toi. » La première personne à avoir osé marcher vers nous. Richard Owens ne dirigeait plus aucune entreprise. Ses actifs, autrefois gérés par des dizaines d'avocats, étaient désormais progressivement transférés à un fonds indépendant nommé la Fondation Henry. La Fondation fournissait un soutien juridique et médical aux enfants maltraités dans des organisations déguisées, des instituts de recherche et des camps de talents artificiels à travers le monde. Richard refusa toutes les invitations à prendre la parole. Il n'apparaissait que dans les centres de traitement, assis à côté de chaque enfant, réapprenant à être un père, non pas avec de l'argent, mais avec du temps. Le garçon m'a appris à me taire au bon moment, à écouter au bon moment, dit-il à un thérapeute. Et surtout, à ne pas oublier son nom, Henry. Pas un numéro de code. Lorsque la villa des Owens fut officiellement démolie, Allison se tenait au bord du terrain, tenant une lettre. De l'autre côté de la clôture, des excavatrices enlevaient lentement chaque couche de mur de briques où se trouvait autrefois la porte du sous-sol, où le silence avait été emprisonné. Elle ne pleura pas, mais sa voix trembla alors qu'elle lisait silencieusement les dernières lignes envoyées à Henry. « Je continuerai à trouver les enfants à qui on n'a jamais chanté de berceuse. Tu es le début de ce voyage. Chaque fois que tu te sentiras seul, souviens-toi que quelque part dans le monde, il y a encore quelqu'un qui écoute un enfant que personne ne croit capable de parler encore. » Un après-midi de printemps, Henry était assis près de la fenêtre du centre de traitement. Le vent soufflait légèrement dans ses cheveux, et des oiseaux volaient en cercle dans le ciel clair. Il sortit un vieux lecteur de cassettes du placard, déjà jauni avec les coins pliés, et y inséra une cassette. Un bourdonnement au début, puis une voix douce qui chantait « Dors mon amour, la pluie est dehors. Le vent murmure doucement ton nom à travers les feuilles. » La voix d'Allison d'il y a des années flottait légèrement, comme un filet de fumée. Henry appuya sa tête contre le cadre de la fenêtre, les yeux mi-clos, non pas parce qu'il était fatigué, mais parce que cette voix apportait un sentiment que tous les médicaments du monde ne pouvaient créer, être vraiment aimé. Il attrapa le carnet, écrivant une ligne. Commencer par une histoire que personne ne croyait, terminer par un amour véritable. Et c'était le début d'un autre monde, où les enfants qui n'avaient autrefois pas de nom seraient appelés par leur vrai nom, de tout leur cœur. Parfois, la seule chose qui retient une personne n'est ni la médecine, ni l'espoir, mais une petite voix, assez patiente pour écouter ce que personne d'autre ne veut croire.
L'histoire d'Alison et d'Henry n'a pas commencé par l'amour, mais par le doute, et ne s'est pas terminée par la victoire, mais par une réponse réelle. Cet enfant est toujours là, il veut toujours vivre. Avez-vous déjà été dans un endroit si silencieux que vous vous êtes demandé si votre voix avait encore de la valeur? Avez-vous déjà regardé dans les yeux de quelqu'un, ne serait-ce qu'une fois, et réalisé qu'il attendait que vous parliez pour ce qu'il ne pouvait pas dire? Si vous avez lu jusqu'ici, merci de ne pas vous être détourné alors qu'un enfant apparemment oublié du monde essaie encore de murmurer quelque chose. Si vous vous êtes déjà senti petite et privé de votre voix, souvenez-vous, tout le monde ne peut pas crier, mais chaque cœur, même fatigué, mérite d'être entendu et appelé par son vrai nom. Je vous souhaite une nuit paisible. Et si vous vous accrochez à quelque chose de très fragile, s'il vous plaît, tenez-le encore un peu plus longtemps. Qui sait, c'est peut-être ce qui vous retient à cette vie.